Salut Vincent, Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast Cargo Family. merci à toi pour l'invitation. Je suis Quel ravi. endroit magnifique. Je te remercie. Écoute, c'est vrai qu'on inaugure. Alors, on a déjà inauguré le studio avec Lila, mais là, on a mis un petit peu de déco pour essayer que ça soit voilà des décors différents. Très sympa. Donc, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. J'ai exceptionnellement mes petites notes parce que je reçois Vincent qui est un commercial terrain confirmé. Moi, j'ai été commercial il y a très longtemps, donc je me suis gardé quelques petites questions pour venir un peu. Un petit tiers. C'est ça. Donc voilà, juste, je vais vite te donner la parole. Donc aujourd'hui, on va parler sales, force de vente, marché du transport, concurrence entre transitaires. Enfin, vraiment, il faut que tu nous donnes pas mal de tips. Pas mal d'infos, C'est ça. pas Euh, mal d'input. exactement. Donc voilà, moi, Vincent, on se connaît, on s'est croisés il y a quelques années voilà, chez un transitaire. Donc je reviens vraiment sur la base, Cargo Family. Pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast? On a un secteur passionnant. Vas-y. On a des acteurs qui innovent sur le marché, qui travaillent dans des métiers qui sont vraiment divers et variés, avec des opérations vraiment impressionnantes. Et on avait envie avec Cargo Family de mettre en avant ces acteurs, vous en fait, et pour que vous nous partagiez votre métier, toutes vos anecdotes. Et comme ça, on les met sur la plateforme et tout le monde en profite. Merci de nous donner la parole. You're welcome. C'est parti, let's go. Vincent, déjà, est-ce que tu peux nous résumer en une phrase ce que tu fais, dans quelle société, ton métier? Alors aujourd'hui, j'officie chez TMT, transitaire familial, en tant que commercial, responsable commercial, responsable du développement commercial de la société. Comme on dit dans le jargon, chasseur. Voilà. Ok, donc Vincent, aujourd'hui, c'est-à-dire tu es le premier commercial qu'on reçoit. Et c'est hyper. Enfin, moi, je suis content parce que il y a des commerciaux dans tous les secteurs. Ouais. Donc, déjà, je pense que les techniques de vente, c'est un peu. Voilà, si vous avez des similitudes. Et là, on va pouvoir creuser effectivement qu'est-ce qu'un commercial dans le secteur transport. Et tu vois, les jeunes qui nous regardent, ça va peut-être les inspirer pour leur dire tiens, on parle beaucoup d'opérations d'import-export. J'espère parce qu'on en cherche, on en cherche, on en cherche. Ok, vous avez entendu les jeunes, on cherche des commerciaux. Formez-vous, on cherche du monde. Bon, super. Je fais une petite anecdote. Tu sais que moi, quand j'étais en BTS, il y a un commercial qui était venu intervenir dans notre école Ouais. et quelqu'un lui avait dit quel est le métier qui paye le mieux dans le transport? Et il avait dit c'est commercial. Ouais. Et je m'étais dit faut que je fasse ça pour gagner de l'argent. Donc, je sais pas si c'est encore le cas, tu vas nous dire. Mais il y a aussi ça, c'est que c'est des métiers qui, quand ça fonctionne bien, on en reviendra, mais il y a des rémunérations assez sympas. Comme tout métier de commerce, quand ça fonctionne, ouais, c'est plutôt intéressant, quoi. Mais faut pas uniquement voir l'aspect financier et l'aspect rémunération, parce qu'il y a l'aspect boulot et surtout responsabilité, parce que tu es en charge de faire vivre toute la boîte, en fait. Bon, tu vas nous raconter. C'est toi qui fais rentrer l'argent, donc Beaucoup de responsabilités. grand pouvoir, grande responsabilité, comme dirait l'autre. Voilà, ça y est, on envoie des punchlines. C'est bon, on a de quoi faire. On va voir. Pour le montage, j'aurai ce qu'il faut. Écoute, moi, ce qui m'intéresse, tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, quelles études, et puis comment tu as commencé, comment tu as mis un pied dans la vente? D'accord. Bon, moi, j'ai un parcours assez classique, DUT transport logistique, que j'ai fait à côté, à Tremblay. Suivi de l'ISTELI, à l'époque ça s'appelait l'école de direction du transport et la logistique, EDTL, à Montchy-Saint-Éloi. Ok. Donc 2 ans de plus, diplôme de management dans le transport logistique, où j'ai obtenu le diplôme de commissaire de transport. Voilà. Ok, donc tout de suite, des études dans le transport. Ça veut dire que tout de suite, Alors tu choisis le secteur. Ouais, mais alors vraiment, encore un mois avant le bac, je savais pas ce que je faisais. Mais je suis venu un petit peu, un peu comme tout le monde, un petit peu par hasard. On vient tous un petit peu par hasard dans le transport. Et en fait, ça m'a plu tout de suite. C'est hyper vivant, hyper varié. C'est du service. Et puis en plus, on va pas se mentir, sur Roissy, c'est assez dynamique. Enfin, c'est un secteur très, très dynamique. Donc moi, j'ai démarré, avant de démarrer au commercial, j'ai quand même fait 2 ans d'opération. Parce que, quel que soit ton niveau de diplôme, moi je considère qu'il faut être. Le diplôme, ça t'apporte juste, entre guillemets, la légitimité de ton diplôme. Mais voilà, il faut être crédible, il faut savoir de quoi tu parles. Donc je conseille à tous les gens qui font des études dans le transport, quel que soit le niveau d'études, de démarrer aux opérations 1 an, 2 ans, pour voir comment ça se passe. Ok. Juste pour revenir sur le tout début, ça veut dire que tu obtiens ton diplôme donc à l'ISTELI, c'est quoi? Bac plus 2, bac plus 3? Bac plus 4. Bac plus 4? À l'époque, c'était bac plus Ah ouais, 4, donc master. DUT, bac plus 2, ensuite ISTELI, bac plus Ouais, 4. 2 ans, c'est Et ça. tu trouves un job directement après ou est-ce que tu as un peu de mal? Directement, même avant, parce qu'ils nous cherchaient directement à l'école. Ça a toujours été le marché de l'emploi sur Roissy a toujours été hyper dynamique. Donc oui, ils nous cherchaient à l'école. Ok. Voilà.
Bon, c'est pour ça que pourquoi je partage ces petits détails, c'est que ça n'a pas changé en fait. Tu sais Non, qu'aujourd'hui, non, clairement pas. moi je fais jury dans les différentes écoles, donc on va les citer comme souvent, Listelli, Nemo, Cargo School, Promotrans, enfin je sais pas, l'EST, donc on est pas mal un groupe de jury là-bas. Ouais. Et en fait, ouais, tu as les professionnels qui viennent encore chercher les étudiants pour les C'est embaucher. ça. Donc tu es vraiment dans un métier où, enfin, vraiment les générations qui nous écoutent, venez. C'est vrai, ça n'a pas changé, il y a toujours de l'emploi, tu sors des études, tu as un poste. Hein. Non, c'est très dynamique. Quoi. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, donc toi, tu trouves un poste aux opérations. Voilà. J'ai démarré donc à l'export aérien, 2 ans. Donc ça m'a permis de voir toutes les facettes opérationnelles du métier, comment constituer un dossier, l'aspect douane, et puis directement l'aspect client en fait, puisque même quand tu es aux opérations, tu as les clients au téléphone tous les jours. Et aujourd'hui, moi je dis dans les sociétés, chez Transitaire, c'est Everybody Sells, c'est que tu sois coursier, déclarant, à un moment donné, tu vas avoir le client au téléphone, donc tu as cette casquette un peu commerciale, commerçant, j'ai envie de dire, avec les clients que tu vas avoir en contact, que ce soit aux opérations ou au commercial. Donc moi tout de suite, ce contact avec la clientèle, ça m'a plu, vraiment. Donc au bout de 2 ans, j'ai intégré le service commercial en tant qu'Inside. Okay. Donc Inside Sales, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le premier stade un peu du commercial. Tu es commercial sédentaire. Concrètement, on te confie un portefeuille je veux dire, qui ne justifie pas, entre guillemets, le déplacement de commerciaux, ou alors très peu. Donc, entre guillemets, c'est une sorte de marchepied. C'est un peu pour te faire la main. Sur le commercial, tu gères des petits clients. Alors, rien de péjoratif quand je dis petits clients, mais des petits portefeuilles. Voilà. Bon, c'est intéressant, c'est vrai qu'on voit pas mal de postes d'inside sales qui sont aussi appelés pricing. Moi, tu sais, dans le recrutement avec Blue Skills, pendant 6 ans, j'ai géré pas mal de postes. C'est vrai que le scope est assez large et différent selon les acteurs. Tout à fait, ouais. Là, on va quand même parler très transitaire, mais je sais que ça existe aussi dans d'autres secteurs. C'est vrai qu'en général, c'est réponse aux cotations. Il n'y a pas forcément du développement commercial, Non. ça dépend des postes, mais c'est souvent gérer tous les appels et toutes les demandes entrantes des clients que les commerciaux terrain vont chercher. C'est ça, ouais, il y a une notion un peu d'inside sales, il y a un petit part d'un peu d'assistanat commercial. Ok. C'est-à-dire que tu essaies de répondre aux demandes de cotation, comme tu le disais, mais également d'assister les commerciaux quand eux ils sont sur le terrain, ils vont t'appeler, ah tiens j'ai visité machin, est-ce que tu peux faire la cotation tout de suite, donc voilà, tu fais la cotation, tu as une partie pricing, et voilà. Donc toi, ça t'a plu, m'a ce côté. Là, tu as mis un pied dans le commerce, là, tout de suite. Tout de suite, t'es et puis, si je ne me trompe pas, tu changes de service. Tu n'es plus dans le service opération, tu passes au service commercial. C'est ça, même si tu es sédentaire. C'est ça. Ok. Ça. Avec la chance d'avoir fait des 2 ans d'opération, de savoir de quoi tu parles, de éventuellement recadrer gentiment le commercial ou le client sur ses demandes, si les demandes sont pas faisables, parce que toi, tu été aux opérations. C'est pour ça que je dis que démarrer aux opérations, que ce soit maritime ou aérien, c'est très important, parce que tu sais de quoi tu parles. Et tu vois tout de suite dans la demande du client, avant même de la traiter, si c'est faisable ou pas, en fait. Voilà. Et tu peux essayer de réorienter les demandes du client par rapport à ce que tu peux lui proposer, à ce que tu peux concrètement lui proposer, ce que tu peux faire pour lui, en fait. Ok, donc tu confirmes. C'est vrai qu'on spoil un peu les questions que j'avais pour toi, mais j'en ai d'autres. Ouais. Mais l'idée, c'est donc, on est d'accord, pour être un bon commercial, alors forcément, il y a des techniques de vente ou autres, mais dans notre métier, qui est un métier avec vraiment beaucoup de technicité, c'est mieux de passer aux opérations. Donc on a bien compris ce que tu nous dis, de connaître le... C'est même pas mieux. Pour moi, c'est indispensable. Pour toi, c'est indispensable, vraiment. Ils démarrent directement commercial, ils ont la fibre commerçante, mais ça a ses limites, parce que des fois, tu vas tomber sur un client qui va être un petit peu, justement, très technique dans sa demande. Et là, tu vas être un peu perdu, parce que tu sais pas si techniquement, tu es capable de le faire ou pas. Ok. Voilà. En tout cas, je rebondis aussi là-dessus, c'est que je dis souvent, nous, quand on forme, tu sais, moi, j'ai toujours Cargo School, les formations, donc on forme des jeunes, des jeunes et moins jeunes, des nouveaux arrivants en tout cas. Oui. Et je leur dis, ce qui est bien dans ce métier, c'est que vous mettez, bon, comme on a dit, il y a de l'embauche, donc normalement le chômage, vous ne le connaissez plus, d'accord ? Non. Mais c'est surtout, vous pouvez évoluer de beaucoup de manières différentes. Vous pouvez évoluer, moi, ce que j'appelle sur des fonctions classiques, donc tu restes à export, air export, superviseur, responsable, évolution, on va dire verticale. Puis tu as des évolutions, ce que j'appelle horizontales, après c'est mes termes. Tu fais du pricing, comme toi, transversal. Tu peux partir en commerce, tu peux partir sur du pricing. En douane. En douane. De plus en plus en douane, tu vois. Une grosse demande sur les déclarants, et tu as beaucoup de personnels qui se reforment sur le produit douane.
qui passe déclarant. Donc c'est top de voir qu'on a des exemples concrets, c'est pas que du Non, blabla. non, Tu vois, toi Vincent, toi tu as switché hyper rapidement, mais tu as profité de cette expérience. Ouais. Tu es aux opérations, tu passes au commercial et tu passes Voilà. la première marche, l'inside. Et ça c'est chez qui comme transitaire, si on peut les nommer? C'était à l'époque Emery Worldwide, c'était un transitaire américain, D'accord. un des premiers transitaires qui s'est établi sur Roissy dans les années 60, en même temps qu'au Roissy dans les 74-76. Ok. Je suis arrivé, j'étais le plus jeune de la boîte, c'est moi qui signais les papiers officiels. Et puis une société qui était rachetée par UPS. Ok, Voilà. d'accord. Donc là pour l'instant tu es au service commercial, tu es au Voilà, pricing. inside. Comment ça se passe? Comment tu évolues? Comment tu... Après, rapidement, parce que bon, là, tu commences rapidement à avoir le petit frisson de la vente, en fait, donc tu as envie de concrétiser plus que ça. Donc après, rapidement, commercial terrain, comme on dit, commercial géographique. Donc avec la petite bagnole, le téléphone, le portable, et puis t'y vas, quoi. T'y vas, tu prospectes, tu vas chasser. Alors au début, je ne te cache pas que les premiers mois sont assez difficiles, assez challenging. Pourquoi? Parce que toi, tu es commercial junior, tu veux vendre. Et tu n'as pas on va dire, cette faculté d'écoute que tu as avec l'expérience, en fait. C'est-à-dire que tu cherches tout de suite à placer ton produit et pas forcément... Enfin, si tu vas écouter le client, mais pendant qu'il parle, tu vas penser à ce que tu vas dire. Donc, des fois, surtout pour la partie prospection, c'est plus difficile, en fait. C'est plus, on va dire, poussif. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans, Ok. 24-25 ans, quelque chose comme ça, ouais. Ok, donc à 24 ans, on te confie... comment ça se passe? On te confie un Ouais. secteur ou Ouais, pour à aller voir les l'époque, c'était un clients? secteur géographique, donc c'était sur l'Île-de-France et puis le Nord, jusqu'à Lille. Voilà, donc tu prospectes les clients qui sont sur cette zone. Tu les rencontres, tu découvres après le classique de vente, tu rencontres le client, tu écoutes son besoin, tu fais une proposition et tu signes et tu fais partir tes 200 tonnes sur... Mais c'est ce que ça, j'allais ça, dire. ça s'est pas passé comme 24 ans, 200 tonnes. Bon, c'est... Non, voilà. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans, 4 ans, quasiment. Et puis en 2008, j'ai eu la chance de passer... j'ai été cherché par mon ancien chef chez UTI. Ok. Qu'est-ce qu'on avait entre un énorme compte... on peut dire des noms de clients ou... Oui, on peut. Tant que, bon, de toute façon, c'est des clients connus qui sont passés. Ouais, donc, on avait rencontré le groupe Safran. ok. Bon, on avait le directeur commercial à l'époque qui avait rentré le groupe Safran. Ils avaient besoin d'un responsable, un key compte, donc responsable en compte, pour coordonner l'activité de ce grand compte. Ok. Voilà. Donc après, donc, depuis 2008, responsable grand compte. Bah, déjà, belle évolution. Ouais. Voilà. Je vois pricing, commercial terrain, ensuite responsable grand compte. Voilà. Pas encore au CAM, c'est juste responsable grand compte ou on l'appelle déjà key account manager, Ouais, quelque chose comme ça. il y a eu différents types. Non, c'était GCAM, c'est Global Ok. Key Compte. Voilà. En fait, concrètement, tu t'occupes de comptes soit qui ont un seuil en termes de chiffre d'affaires, voilà, qui justifie que ça soit vraiment qu'ils mettent quelqu'un à plein temps dessus Mhm. pour coordonner l'activité et surtout s'assurer que ce qui a été vendu, ça s'applique bien aux opérations. C'est pour ça que des fois on parle de OCAM, aussi dans certaines, donc Operational Key Account Manager dans certaines sociétés. Ok. Voilà. Et donc... Attends, j'ai une petite question pour Ouais. toi. C'est pas le même métier, j'imagine, entre aller commercial terrain, aller chasser des clients et Non. gérer du grand compte. Donc tu passes quand même 4 ans après. Non. Est-ce que je sais pas, est-ce que le terrain te manque ou est-ce que tu es content de cette opportunité? C'est quoi ton ressenti à ce moment-là? Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que tu vois en 2008, donc je te parlais de la prospection tout à l'heure, faut savoir que la prospection quand t'es un peu junior, c'est vraiment la partie la plus ingrate. Attends. On va couper. Ah, On pardon. passe trop libre, Ouais. c'est pour toi. Ouais. T'es prêt, c'est reparti. Ouais. Attends, je vais te faire. Donc, je vais te faire. C'est quoi ton ressenti à ce moment-là? Alors en fait, c'est marrant que tu me poses la question parce que à l'époque, donc en 2008, donc j'étais commercial terrain. Il y avait une partie vraiment ingrate du métier, donc je t'en parlais tout à l'heure, c'est la prospection. C'est vraiment très difficile et vraiment c'est le truc que tu procrastines à fond. Il faut le faire, c'est le nerf de la guerre. Tu prospectes pas, tu rentres pas de business. C'est aussi simple que ça.
Mais c'est dur, c'est vraiment dur en fait. Tu prends des portes, tu vois, les gars qui t'appellent pour les pompes à chaleur ou. C'est vous. Voilà, tu vois, c'est poussif, c'est poussif. Et donc, quand je suis passé grand compte, je fais ça y est, merci mon Dieu, c'est fini la prospection, je vais m'occuper d'un grand compte, je vais bien m'en occuper, ça va être super. En plus, c'est un peu valorisant parce que tu t'occupes du premier compte de la société, donc tu as quelque part un peu de poids en interne, on t'écoute. À l'époque, j'en souviens, hiérarchiquement, on était en transversal avec les branches managers, donc tu vois, t'avais un rôle important, tu vois, quand il y avait sur une agence où ça se passait pas bien, en fait, t'allais voir le branche manager, tu disais, bon, qu'est-ce que tu comptes faire pour améliorer la chose, donc tu vois, c'est un rôle vraiment, vraiment central, vraiment, tu te sens bien. Et donc, je fais ça depuis 2008. Et puis là maintenant, tu vois, avec l'expérience, 10 ans, 15 ans plus tard, et en fait c'est exactement l'inverse, tu vois. En gros, le farming, voilà, donc les commerciaux, il y avait donc les hunters, donc les chasseurs, et on appelle ça les éleveurs, les farmers en fait, donc les responsables grands comptes, qui ont donc deux rôles différents, mais très, très, très importants. Et donc moi, le farming, là, au bout de 15 ans, très sympa, confort, mais en fait, t'arrives à un tel niveau d'expertise que t'as fait le tour en fait. Donc ça veut dire, si je reviens, c'est que à l'époque, hyper enthousiaste de passer sur du farming, donc du gestion, du développement grand compte. C'est ça le farming en fait, c'est du développement grand compte. Tu es un grand compte et tu le développes. On viendra après sur la fin. Comment un fermier avec sa ferme, avec il gère son environnement, il gère son client, il faut le développer, il est garant de la bonne exécution du contrat du grand compte qu'il a en charge. Ouais, je comprends. Écoute, c'est assez clair. Et de toute façon, je pense pour moi que c'est pas du tout les mêmes. Alors, sûrement, il y a des gens comme toi qui ont les profils pour faire les deux. Mais je sais que c'est pas tout les mêmes profils entre le chasseur, donc la personne, le commercial qui va chercher du client, et le farmer qui va entretenir et développer un portefeuille existant. C'est pour ça que les personnes qui choisissent le commercial, il faut vraiment se connaître aussi, je pense. C'est ça. Parce que c'est pas les mêmes facultés, comme tu le disais. Mais, et je voulais revenir aussi, je profite, parce qu'après, tu vas nous raconter la suite. On s'est croisés chez UTI, c'est à ce moment-là. Moi, j'étais aux opérations Safran. Et vraiment, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et j'espère que tu peux me raconter. C'est le jour où tu viens dans le bureau et tu avais une présentation. Et tu nous dis, les gars, si je loupe cette présentation, je crois qu'il y avait au-dessus, il y avait le directeur commercial, je crois, on peut le citer, Jean-Claude Ortega. Voilà, qui est franchement top, un des meilleurs moi que j'ai croisé. Jean-Claude. Ouais, la bise. Hein. Et donc, je crois qu'il te donne l'info, je sais pas comment tu l'as, tu peux peut-être nous raconter, et qui te dit, écoute Vincent, tu nous dis, les gars, si je loupe cette présentation, on n'a pas le contrat. Et c'était une équipe, pour que les gens réalisent, Safran, je crois qu'on avait recruté, moi j'étais déjà en interne, donc j'avais évolué en interne, mais on avait recruté 8 à 10 personnes spécifiquement pour ce compte. À l'époque, on avait quand même 14 personnes en tout. 14 personnes, d'accord. 15 avec moi. Et donc là, vraiment, raconte-nous l'anecdote. C'est vrai ça, c'est-à-dire que tu vas présenter, je sais pas, devant des acheteurs internationaux, ou comment ça se passe et quelle est la pression en fait? En fait, c'est marrant parce que on se parle un peu, c'était l'anecdote que je voulais raconter. En fait, ça s'est pas si bien passé que ça. Ok. Parce qu'à l'époque, en fait, on avait déjà la partie US, c'était pour avoir. En fait, c'était pas vraiment un nouveau business, c'était une renégociation tous les ans. Tu renégocies tes tarifs, tu vois. D'accord. Donc là, on arrive au siège de la société, et on tombe sur les acheteurs, parce qu'à l'époque, ils avaient créé une unité achat indirect, dont le transport, avec un très gros budget de transport. Et je vais la faire court quand même. Hein. Oui. Donc, parce que là, on en a pour 2 heures. En gros, donc le technique d'acheteur, déjà, il dit tout ce qui va pas. Ça va pas. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ok, bon. Ça, c'est des techniques, faut pas avoir peur, c'est des techniques de déstabilisation en fait. Voilà, toi, faut rester bien dans tes boîtes, t'as ta trame, tu suis ta trame. Et à l'époque, j'étais allé avec le PDG de la société, parce que c'était effectivement un gros rendez-vous, il y avait les acheteurs en face. Et donc, l'acheteur, il nous démonte un peu, ça va pas. Et puis, arrive le moment de la négociation. Et il voulait donc un plan de progrès. Donc un plan de progrès, clairement c'est un plan de... ça s'appelle ça plan de progrès, mais c'est des économies. Plan d'optimisation, réduction des tarifs gris. Et encore un geste supplémentaire sur la remise de fin d'année, quoi.
Alors que bon, enfin, franchement, déjà, J'imagine les tarifs est déjà bien négocié à la bien base. négocié et ça se passe. Et en plus, non, mais franchement, la prestation, c'est ça qu'il faut voir. T'as un tarif qui correspond à ce que tu délivres en fait. Et franchement, les clients internes, ses clients à lui, étaient très contents. Tout le monde était content de la prestation. Et donc, à l'époque, le directeur de la société, il a dit, bon, bah, à la fin de l'entretien, bon, bah, très bien, donc si j'ai compris, vous voulez ça. J'ai bien compris. Oui, vous avez bien compris. Bon, bah, ok, je vais vous le faire. Bah, pas de problème. Donc, j'étais pas junior à ce moment-là, mais vous pouvez le faire, mais détends-toi, ça. Qu'est-ce que tu vas faire comment? Il lui dit, bah, écoutez, moi, sur les 14 personnes qui travaillent avec vous, bah, lundi, j'en vire 3. Je vais pas avoir le choix, j'en vire 3. Et alors là, t'imagines, moi, je fais, qu'est-ce qu'il fait avec la petite goutte? Qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Oui, parce que moi, vous comprenez, je suis le président, directeur général de la société. La vente à perte est interdite en France. Ce que vous me demandez, les tarifs que vous me demandez, tous les efforts que vous me demandez par rapport aux moyens que j'ai mis pour vous, je suis obligé je vais être à perte. Et moi, c'est une faute de gestion, et donc pour moi, je peux perdre, je peux perdre mon droit d'exercer. Donc, mais vous inquiétez pas, vous savez, les 3 personnes que je vais virer à la rentrée, lundi, ils vont retrouver du boulot, il y a pas de souci, quoi. Gros blanc, je t'assure, gros blanc. On était 10. Faut avoir un peu d'expérience pour ça. Voilà. J'aime bien l'anecdote, j'espère que. Et là, donc la chef fait, oh, attendez, non, on n'en est pas encore là. Attendez, on va discuter. Attendez, on n'est pas encore là. Vous allez me refaire une proposition. On va discuter. Bref, en fait, on est resté comme on avait dit. On a eu le business. Et Et vous avez viré personne. Et on a viré personne. Et tout est resté. Et en fait, dans l'ascenseur, il me disait, vous savez, Sylvain, parce que au bout de 3 ans, il m'appelait toujours Sylvain. C'était bon, ça. Et quand vous avez affaire à des gens comme ça, il faut rester droit au basket. Et il faut surtout les mettre en face de leur responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut toujours dire, vous pouvez dire oui. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'objection a priori. Mais il faut les mettre en face à leur responsabilité. Leur dire, voilà, moi, je peux le faire. Mais si je le fais, voilà ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut résumer que la qualité, c'est un prix? La qualité, c'est un prix. On peut tout faire, mais si vous voulez une qualité... la qualité, c'est un prix. Si vous voulez une mauvaise qualité, vous l'aurez, mais à tel prix. C'est peut-être ça. Hein. C'est exactement ça. Okay. La qualité, c'est un prix. Et que quand tu as un PNL avec 14 personnes, c'est parce que en fait, tu as dimensionné ta production, ta force de frappe par rapport aux besoins du client. Et tu te dis, voilà, il me faut 14 personnes pour gérer ce business-là. Et c'est 14, c'est pas 10, c'est pas 11. Maintenant, si tu veux des tarifs moins élevés, si tu veux des réductions, si tu veux ci, si tu veux ça, ok, mais moi, j'ai 3 personnes en moins parce que j'ai pas le choix, quoi. Écoute, c'est intéressant. Et j'avais pas mal de questions, dont une que je vais te poser à ce moment-là. Il y a pas mal de commerciaux sur le fret, d'accord, en transport routier, en transport aérien, en transport maritime. Ouais. Il y a une concurrence quand même assez féroce. Et là, c'est vrai que tu nous dis, les gars, faut rester droit dans nos bottes. On sait le service qu'on délivre, et donc ça a un prix. Et en parallèle, et je m'imagine, moi je suis pas commercial, mais je m'imagine, et en parallèle, derrière, tu as 3 ou 4 transitaires concurrents qui viennent toquer à la porte avec des tarifs plus bas. Comment, alors je sais pas si tu peux nous donner tous tes tips, sûrement pas, mais pas dévoiler tous les secrets. Comment tu fais, toi, face à cette concurrence, pour garder tes clients et pour leur dire, vous payez pour de la qualité? En fait, tout simplement, faut se démarquer. Voilà. Aujourd'hui, en fait, c'est simple. Le métier de transitaire, c'est un peu dur à expliquer pour quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, j'ai mes enfants, c'est comme un tour opérateur, c'est comme une agence de voyage, en fait, mais pour le fret. Voilà, le nom officiel, c'est organisateur commissionnaire de transport. Tu organises un transport et tu prends une commission dessus. Voilà. Donc, tu n'as pas de moyens vraiment en propre. Okay, on a à peu près tous le même outil de production, on charge les mêmes avions, on charge les mêmes navires. Donc, à peu de choses près, on a les mêmes achats. Voilà. Les salaires sont à peu près les mêmes, donc les coûts opérationnels sont à peu près les mêmes. Donc, on a les mêmes achats. Et donc, par extension, on propose à peu près les mêmes tarifs. Voilà. On va se battre à 50, 100 balles près sur un conteneur, 10-20 centimes du kilo pour de l'aérien. Mais voilà, on a à peu près les mêmes achats, les mêmes ventes. Donc, un client qui va avoir 3 offres à 50 euros près, de toute façon, s'il va chez le concurrent pour 50 euros, s'il te choisit toi pour 50 euros, dis-toi que demain,
il ira chez le concurrent pour les mêmes 50 euros donc c'est pas comme ça que tu vas faire un vrai partenariat. C'est pas comme ça que tu vas les fidéliser. Ouais, c'est pas les clients fidèles. Exactement. Les gens qui achètent que du prix Voilà, pour 20 euros. Voilà, t'en as un, hein. Mhm. T'en as, mais bon, c'est pas un client que tu vas pérenniser. Donc pour répondre à ta question, comment tu vas faire? En fait, faut se différencier, faut se démarquer. Comment? Avec le service que tu vas lui proposer en plus, en fait. Alors, je ne parle pas du tracking, des trucs que à peu près tout le monde propose, mais vraiment, par exemple, au-delà du prix, moi je dis toujours, en fait, quand tu as un argument commercial, il faut toujours voir l'atout pour le client. En gros, si le client il peut te répondre, ouais, et alors? C'est-à-dire que ton argument n'est pas bon. Ouais, t'as du tracking, et alors? Par contre, si tu dis, écoutez, moi, avec mon tracking, je peux vous pousser un rapport tous les matins automatique, que vous allez ouvrir l'ordinateur avec votre café, que vous allez voir avec votre café, ça va vous faire économiser 1 heure, 2 heures de temps. Vous avez combien? Vous avez 10 personnes dans votre équipe. Vous comptez les 10 personnes, ils vont gagner 1 heure par jour, 10 heures par jour, 50 heures par semaine. Voilà, t'économises presque un salaire dessus. Voilà. Et là, ça n'a rien à voir avec le prix du transport que tu l'as vendu. C'est juste un gain de temps, un gain d'argent indirect que tu lui as fait. C'est ça, se démarquer, en fait. C'est vraiment... ou alors, un autre exemple, ça va dire, écoutez, là, j'ai vu que vous faisiez 2 ramasses sur 2 sites. Peut-être qu'on pourrait tout regrouper sur un site et faire qu'une seule ramasse. Et voilà, bon, c'est l'exemple. Il faut... Mais ça vient avec l'expérience. Il faut te démarquer et pas uniquement rester sur le prix transactionnel, achat-vente, j'achète tant, je revends tant. Non, il faut proposer un produit. Avec un ROI, avec un retour. En fait, un service en plus. Voilà. Écoute, c'est intéressant parce que moi, je trouve que ça parle au client et quel que soit le service qu'on vend. Le ROI, on en parle souvent, le retour sur investissement. Ouais. Mais là, tu l'as trouvé, par exemple, c'était vous allez gagner 1 heure. Et en plus, j'aime bien, c'est que tu l'as projeté. Moi, par exemple, tu m'as parlé. Je me vois en train de boire mon café, donc on sent l'expérience. Ouais. C'est vraiment, je me suis projeté. Et la vente, je reviens sur ce que tu disais au tout début du podcast. Tu parlais d'écoute. Il y aurait donc de l'écoute dans la vente. Et je pense, en plus, moi, alors c'est vrai que c'est la base, hein, c'est la base de l'écoute. Et en fait, ce que je sais, parce que, petite anecdote, tu sais que moi j'ai fait une école de vente. J'ai fait un BTS Transport. BTS Transport, ouais. Et quand le fameux commercial, il nous a dit c'est dans la vente que tu gagnes le mieux ta vie. Ouais. J'ai dit attends, je vais faire de la vente. Et moi, j'ai fait un bac +3, école de commerce, une petite année, en alternance, en force de vente et négociation commerciale. Ouais. Et je l'ai fait en alternance chez Epner. Donc tu vois, c'était un peu commercial et transport. Ouais. Donc finalement, moi, je suis reparti sur les opérations. Mais j'ai gardé cette année commerciale et je me rappelle toujours notre prof de vente, il nous disait il faut écouter. Mais c'est pas facile parce que moi je suis un peu comme toi. Quand j'étais jeune, blablabla, je vous vends ça, je suis le meilleur, c'est mieux, c'est le top. C'est ça. Et tu as raison, avec le recul et avec la maturité, tu dis non, mais j'avais tout faux. Parce que si tu veux trouver le bon argument, en fait, il faut que tu écoutes d'abord. Ouais, donc, je sais pas si tu partages un peu cette vision, mais ce que je peux conseiller moi de mon côté, et Vincent, j'espère que notre professionnel va valider, c'est écouter, et ensuite argumenter, mais pas sur votre produit ni sur votre service, mais en fonction de ce que vous avez entendu. C'est ça, c'est exactement ça. Et même, moi je connais même des commerciaux, à la fin d'un entretien, ils repartent. Merci monsieur, mais vous proposez non, là j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit, je rentre au bureau, je revois les équipes, on va vous préparer quelque chose, et je reviens vers vous dans les 48 heures. Ah oui. Le problème c'est ça, c'est que si tu vends un service que vous, comme tu dis, vous avez tous le même service, presque tous les mêmes prix. Si tu n'arrives pas à piquer au bon endroit, c'est ça. Se dire mon service c'est là qu'il y aura de la valeur ajoutée, il va dire ouais merci, on se revoit parce que tu es comme tous les autres qui sont passés derrière en fait. Et même parfois quand vraiment t'écoutes bien, tu vas avoir le besoin caché, comme on dit, je vais pas le faire dans le need behind the need du client qu'il n'a pas forcément exprimé. Mais par rapport à ce qu'il va te dire sur son organisation logistique, sur ses équipes, sur ses plateformes, toi, tu vas avoir un truc que lui n'a pas vu, en fait, quoi. Et là c'est le max. Ah bah là, comment dire, t'es au max. Bon, voilà. Écoute, merci. Voilà, j'aime bien couper un petit peu avec
ces anecdotes, ces analyses. Mhm. Mais j'en profite, franchement, j'ai un expert de la vente. Là, on va. Ça fait plaisir. Donc je reviens un peu sur le fil rouge de ton déroulé. Donc là, pour l'instant, tu es au développement grand Ouais, compte chez UTI, ouais, c'est transitaire ça. pour le client Snecma du groupe Safran. Safran, non, Même mais enfin, Safran, pardon, Safran. plus Parce que les autres unités. j'étais que sur Snecma, c'est pour ça la Non, mais à l'époque, il y différence. avait Snegma, Il y avait Turbo Sagem Mecha, aussi, ouais. Aircel, Des beaux noms, hein. Sagem, ouais, c'était des belles signatures. Et on avait la chance à l'époque, il n'y avait pas cette filiale purement achat, qui était pour le coup assez, on va dire, transactionnelle. Mais bon, vu les volumes qu'ils géraient, à l'époque, je m'en souviens, le budget de transport, c'était autour de 80 millions. Donc oui, fallait bien acheter. Mhm. Mais on avait des directeurs de projet, des directeurs industriels, en fait, de chaque unité qui, bah, eux, en face, ils avaient les clients. Ils pouvaient avoir du Boeing, ils avaient le G Aviation, et il fallait que ça se passe bien, en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai eu cette période-là. Ensuite, je vais comme le dire, parce que ça, c'était pas prévu, mais Allez, après, allez, impro. impro, j'ai eu la chance. Donc après, ça s'est fini on a fini le contrat qui n'a pas été renouvelé Safran. Ok. Donc, moi, en fait, assez logiquement, comme j'étais dédié 100%, j'ai eu la chance de partir de chez UTI. J'ai eu la chance dans de bonnes conditions. J'ai pris une année sabbatique et j'ai pris l'opportunité pour me former à l'œnologie. Rien à voir. Donc le vin. Le vin, voilà, monter un petit side business de vin French Bistro et ça, pendant un an, voilà. C'est bien aussi, je pense, dans le cours d'une carrière, si vous pouvez le faire et si on a la chance de pouvoir le faire dans des conditions financières, parce que bon, voilà, après, faut Faut envie, faut envie, voilà. C'est pas facile tout de suite. Mais Peut le dire, c'est pas facile voilà. d'atteindre tout de suite les mêmes salaires que ceux que tu avais, C'est ça, qui voilà. étaient quand même assez conséquents. Mais le fret, on y revient vite. tout le monde y revient. Donc attends, quand même, moi, genre, de petites années d'entrepreneuriat, donc dans un domaine en plus tout à fait. différent. Tout Que à t'aimes, fait. et ça t'a peut-être Ouais. donné un petit peu de fraîcheur, un petit vent de C'est fraîcheur pour te exactement donner ça, après envie de repartir. Tout à fait, ouais, tout à Ok. fait. Alors après, je te cache pas que et c'était qu'une seule année, mais quand tu reviens après, alors que tu dis bon bah non, c'est pas non plus, mais après pour remettre la machine en route, t'as 6-7 mois un peu difficile, mais ça revient très vite. Tu retrouves t'as ton expertise, ton expérience, ça revient très vite. Et après, très rapidement, de nouveau au grand compte. Ok. Donc, Et, on comprenne bien, t'es revenu chez les transitaires, Ouais, t'es revenu tout à dans fait. le transport international, Tout à fait. et t'as repris un poste de responsable grand compte. Voilà. Pas tout de suite, un an en tant que commercial, et puis après grand compte. Ok. Voilà. On peut les citer chez. Chez Roi League. Ok. Voilà. Alors chez Roi League, j'étais pris parce qu'il y avait un service pricing à refaire, donc j'ai recréé un service pricing. Et après, voyant que ça fonctionnait bien, ils m'ont très logiquement ils m'ont proposé le poste de grand compte. Et puis voilà, donc jusqu'à l'année dernière en tant que grand compte. Ok. Et bon, et comme je disais précédemment, voilà, après le grand compte, quand au bout de 23 ans d'expérience, t'as une expertise qui est telle que je vais pas dire que tu t'embêtes, parce que jamais je suis embêté au boulot, ça serait vraiment prétentieux de dire ça. Mais voilà, tu as fait le tour. Mhm. Voilà. Et toujours je reviens de ce petit frisson de la vente, tu sais, quand tu conclus un deal. Mhm. Vraiment, là, ça te manque, en fait. Ça te manque. Et ça se voit hein, quand tu nous parles. Et quand t'en parles, ton visage il change. T'es Hein. content. Ouais. Et c'est pas uniquement l'aspect financier, c'est vraiment, déjà, t'as trouvé une solution, en fait. T'as un client qui vient te voir. De toute façon, à partir du moment où un client, un prospect t'interroge, c'est qu'il est intéressé. Ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi. Ça veut pas dire que tu vas remporter du business, mais tu as un besoin. Il va pas te faire des cotations pour tes beaux yeux, pour te faire plaisir de faire une cotation. Donc, il y a un besoin. Donc, quand tu arrives à répondre aux besoins et que tu dis et que tu conclus, voilà, c'est un petit frisson. Ça manquait. Toi, de toute façon, comme on dit, tu sais ce qu'on dit aux gens, on dit t'es un vendeur, tu l'as ou tu l'as pas. Donc on sent que tu l'as, ça se voit tout de suite. Là, tu peux pas le cacher. Donc ça te manque et tu dis ok. Et idem quand ça fonctionne pas, t'es un peu rageux comme disaient les jeunes. Pourquoi je l'ai pas eu? Tu cherches, mais pourquoi? Voilà. Et puis tu t'es aperçu des fois bêtement parce que tu as oublié un truc. On parlait de l'écoute. T'as mal compris le besoin.
T'as vendu un truc genre l'un n'est rien, il voulait un super service, t'as vendu en direct, et en fait, non, lui, il avait le temps. Monsieur, vous me le faites en une semaine, en écho, moi ça me va très bien. Voilà. Et t'as le copain qui est passé à côté, il a vendu le bon service. Il a bien écouté, il a répondu. Ouais, mais t'apprends, voilà, ça te fait l'expérience, quoi. Et donc, là, depuis un an, j'ai été débauché par TMT. D'accord. Parce que TMT, c'est les initiales de TMT, c'est Transport Maritime et Transit. Ok. Donc, c'est un transitaire familial. Ok. On a ouvert en 1990. Et à la base, c'était sur les produits forestiers et les produits de papeterie. C'est je ne sais pas si tu vois les grosses bobines de papier. Ouais, et en plus, les énormes bobines de papier. Tu sais, moi, je les connaissais. Je vais te dire pourquoi. Moi, j'habite à ouais. Logne, dans le 77, dans la vallée. On est à côté, ouais. Et c'est le seul transitaire. Je crois le siège social est à Logne. On est à Croissy-Beaubourg. À Croissy-Beaubourg, voilà. Ça. Donc, en fait, pour ceux qui c'est à 3 minutes. Et donc, ils sont pas sur Roissy. Et donc, moi, je les... Moi, je suis sur Roissy. On a une agence maintenant aérienne sur Roissy. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc, ADN plutôt maritime. Faut savoir que donc ces produits-là, donc ces bobines de papier, c'est un vertical, c'est un niche market bien particulier. C'est des immenses commandes. Je veux dire, tu vas faire une commande en maritime, ça va pas être un conteneur, ça va être 15, 20 conteneurs, et ça, c'est une petite commande en fait. D'accord. Et donc la chance qu'on a, c'est que du coup, on a des très gros volumes avec les compagnies, ce qui nous permet d'avoir des achats sympathiques. D'accord. Et toi, tu es en charge, j'imagine, du développement de l'agence de Roissy voilà. Ou aussi maritime non, maritime et aérien. Multiproduit. Disons qu'aujourd'hui, l'aérien, c'est un petit peu le... J'adore en vendre, j'en ai vendu, mais on n'a pas de business pur aérien. En fait, c'est plus des business maritimes où les clients sont un petit peu en retard sur des commandes, on va dire un petit peu en mode dégradé, qui doivent déclencher un aérien. D'accord. Voilà. Et comme on a de plus en plus de clients, on a ouvert une agence il y a quelques années sur Roissy. Ok. Bon, en gros, les exportateurs, les chargeurs qui vont écouter ce podcast, vous avez vu de toute façon toute l'expertise de Vincent. Moi, je travaille avec lui. Voilà, 23 ans. Moi, de toute façon, on laissera. De toute façon, on peut te contacter sur LinkedIn. Ouais. Mais c'est pas la fin du podcast. J'ai encore plein de questions. Ça marche. Donc là, en tout cas, on a vu belle évolution. Franchement, moi, j'ai suivi ça de loin parce qu'on s'appelle de temps en temps. On se croise à quelques after-work. Mais en tout cas, franchement, bravo. Voilà. Merci. L'évolution. Ça fait plaisir. Là, je ressors mes fiches, tu vois. C'est que là, c'est sur les questions un peu spécifiques de la vente. L'idée, c'est d'échanger, que tu me donnes vraiment des infos. Donc, très rapidement, mais ça ressemble à quoi une journée type pour un sales? Parce que les opérations, on sait qu'il y a un dossier qui tombe, je le traite. Comment on organise sa journée en tant que vendeur, sales? Alors, il n'y a pas vraiment de journée type comme aux opérations. Tu vas faire tes dossiers, le matin tu fais tes douanes, l'après-midi. Non, en fait, un jour tu vas faire de la prospection, un jour tu vas faire ton reporting. Très important le reporting. J'axe aussi quand tu es commercial un peu junior, c'est la partie un peu administrative. Pas se mentir, même maintenant, qui n'est pas super attractive. Juste reporting pour. C'est le suivi de quoi? Des Des appels que tu as fait. Toute ton activité, tu la notes dans ton activité commerciale, tous les prospects que tu vas avoir. Et pourquoi c'est important de bien entretenir ce CRM? Parce que, en fait. Donc CRM, définition de CRM pour ceux qui sont pas vraiment. Custom Relation Management, quelque chose. Donc c'est quoi? C'est le système? C'est un outil, un logiciel où tu vas consigner toute ton activité commerciale et en particulier tes prospects. Parce que, je vais te donner un exemple concret, voilà, tu vas prospecter et à la fin, la personne va te dire, non, là je viens de conclure l'appel d'offres, mais par contre, je vais lancer un nouvel appel d'offres dans 6 mois. Toi, si tu notes pas que dans 6 mois, il faut rappelez-moi dans 6 mois. Si tu notes pas que dans les 6 mois, tu dois le rappeler, tu vas oublier. Et voilà. Donc en fait, si tu notes tous les prospects que tu vas appeler, on va dire les prospects vraiment intéressants. Si le prospect dit non, moi je fais pas de transport, tu vas pas le noter dedans. Mais les prospects où tu sens qu'il y a un potentiel, pas tout de suite forcément, mais qui va sortir que tu dois rappeler dans 6 mois, ça peut être un an. Tu sais, des fois c'est des ventes longues. Tu le consignes dans ce CRM. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai eu le cas pas plus tard que la semaine dernière où je voulais relancer. J'étais chez des amis où j'ai vu un responsable d'une société dans le 60. Ça se passe bien. Il dit appelle-moi lundi. Je te mets en contact avec le responsable de la supply chain. Donc le réflexe que tu as avant de le contacter, tu vas dans ton CRM pour voir si tu as un commercial de la société qui a déjà attaqué ce client-là. Et là, bingo. En fait, le commercial avait fait son job, il a rempli le CRM, il avait fait un rendez-vous 1 an avant, donc j'avais le nom de la personne,
comment ça s'est passé, le flux, etc. Et donc, imagine, s'il ne l'avait pas fait, moi j'aurais appelé. Et il m'aurait dit, mais attendez, TMT, vous êtes fatigué, vous m'avez appelé il y a 6 mois, j'ai rencontré machin, tu vois, ça la fout un peu mal. Donc, hyper important de bien renseigner ton activité commerciale dans le CRM. Donc pour résumer, le CRM, c'est la base de données clients et c'est primordial, de toute façon, pour tous les commerciaux dans tous les secteurs d'activité, pour qu'il n'y ait pas de doublons, pour qu'il y ait un suivi des clients. C'est exactement ça. Ok. Bon, et puis même toi, pour ce qu'on appelle le pipeline. Donc le pipeline, c'est pour résumer, tous les clients et prospects que tu vas mettre dedans qui vont, on l'espère, se transformer, parce que tu mets des ratios de chances que ça se transforme. Bon, celui-là, la première fois que j'appelle, allez, 20%, celui-là, j'ai déjà fait une offre. Il est chaud, mais pas encore, allez, 60%, et celui-là, il est bouillant, allez, 80%, tu vois. Et aussi, ça permet à ton top management, qui lui va avoir accès à ton CRM, de dire, bon, l'année prochaine, Boléa, il a annoncé XKE en prospect. Sur ces XKE, il y a ça à 80%, donc on peut espérer qu'il y a ça qui va sortir. Donc ils font les budgets en fonction de... Voilà, ils font les budgets. Donc tout ça a vraiment une interaction. C'est hyper important de bien entretenir ton CRM. Et puis le nerf de la guerre, bien sûr, dans l'activité de la semaine, c'est la prospection, quoi. Ça, tu t'y coupes pas, faut vraiment se faire violence, te dire, voilà, cette semaine, j'appelle tant de prospects, voilà, parce que faut savoir que dans notre industrie, les taux de transformation c'est 25 à 35%. Ça veut dire que pour faire court, tu vas faire 100 coups de fil. 100 coups de fil. Sur les 100, il y en a peut-être une trentaine qui vont être intéressés, pour lesquels tu vas faire des offres, des cotations. Et sur tes 30 cotations, il y en a 10 qui vont sortir, quoi. Donc c'est du... Donc 100 coups de fil, 10 transformations. Ouais. Et ça, c'est quand, tu vois, 30-35%, c'est quand t'es pas trop mauvais. Au début, t'es pas 35%. Quoi. C'est ce que je disais à mes équipes quand on faisait du recrutement. Parce que le recrutement, c'est pas, je leur disais, c'est la technique de l'entonnoir. C'est mon chef des ventes qui disait ça. Ouais. Il faut remplir l'entonnoir. Je sais pas si quelqu'un me voit bien. Parce qu'à un moment... Tu perds des prospects, tu perds... T'as de l'érosion, tout à fait. T'as de l'érosion sur tes prospects actuels, sur tes clients actuels. Si tu veux sortir en bas, c'est mon chef des ventes vraiment qui me dit ça chez Epner. Il me disait, si tu veux qu'en bas avoir sorti un client, faut remplir l'entonnoir, c'est remplir le CRM, de manière à ce qu'avoir de plus... Et ça, il n'y a pas de miracle. En fait, t'as beau être un bon commercial ou un mauvais commercial, il faut prospecter. Et une dernière chose aussi, parce que peut-être qu'on le verra pour les conseils aux jeunes commerciaux, parce que je crois que tu allais avoir une question sur les... J'en ai pas mal, mais vas-y, là, on peut spoiler. Juste quelque chose faut pas se décourager, parce que autant des fois tu vas travailler sur une offre pendant une semaine, 2 semaines, tu es sûr que ça va sortir, il est chaud, il t'a dit oui, tu sais que le tarif passe, et puis tu sais pas pourquoi, hop, il prend pas. Là, tu dis, qu'est-ce que j'ai ? T'as rien fait de travers, t'as tout fait bien, t'as bien répondu, et l'ingratitude du métier de commercial fait que des fois ça sort pas. Et à l'inverse de ça sort de temps en temps. Des fois t'as rien fait. Tu vas recevoir un sales lead de ton réseau, de ton agence, je sais pas moi, en Slovaquie, au Japon, qui va dire tiens, j'ai un prospect qui est là, est-ce que tu peux me faire une offre, ou est-ce que tu peux l'appeler ? Et là, tu fais juste une offre, bingo, ça sort. Donc tu fais un coup de fil. Vous m'appelez, ça tombe bien, parce que justement, pour mon trafic Japon, ça se passe pas bien avec mon transitaire. Voilà. Et là, on t'a, entre guillemets, presque apporté le business sur un plateau. Mais ça, tu vois, ça rentre dans le cadre d'une activité commerciale soutenue. En fait, il faut que tu aies une activité commerciale, il faut que tu prospectes, il faut que tu passes des coups de fil, ou alors tu prospectes pas, fais des offres. Tu fais pas des offres, ça fait des podcasts. Voilà, venez faire le podcast. Non, mais en fait, c'est intéressant, c'est que ça tombe pas du ciel. Comme je disais, ça tombe pas du ciel. On va dire, t'as eu de la chance, Vince. Mais moi, j'arrête pas de le dire, mais tout le monde est d'accord. Mais en fait, la chance, faut que tu la déclenches. Faut que tu la déclenches. C'est-à-dire que, en fait, souvent, tu sais, dans le recrutement, c'est pareil. De temps en temps, je sais pas, tu vas sourcer 100 candidats et t'en as pas un qui va signer parce que t'as beau avoir ciblé, je sais pas, il y a la famille qui est malade, déménagement, peu importe. Et un jour, t'as un candidat, il va te contacter, il va signer. Pareil, tu vois. Et j'arrêtais pas de dire à mes équipes, c'est pas de la chance. C'est que si vous avez contacté 300 personnes, tu as déclenché cette chance. Et puis un tel a parlé à un tel. En fait, ça tombe jamais au hasard. Donc de temps en temps, quand ça arrive, tant mieux. En plus, derrière, faut la ténacité quand ça tombe pas. C'est ça. Mais vraiment, déclenchez votre chance et il n'y a pas de miracle. Il faut bosser, en fait. C'est un peu vrai. Partout. Non, mais tu sais, le problème sur LinkedIn, ils ont quand même certains vendeurs de rêves
ils ont tendance à dire oui. Alors oui, il faut bosser correctement. Moi, je suis pas pour le 8h, 20h en présentéisme. C'est pas du tout mon truc. Mais il y a quand même un moment. Tu peux pas travailler de 10h à midi, 2 heures par jour et Non. avoir des résultats. Non. Il y a quand même un moment, faut pour moi de l'efficacité Ouais, t'es extrêmement chanceux, mais j'en connais pas. ou extrêmement bon. Ou- Et encore. Ouais, et encore. Comme on dit. Non, pour moi, faut de l'efficacité. Ouais. Bon, c'est pas le temps qui dure, c'est la. Par exemple, je sais pas ce que tu penses. Moi, je fais des sessions de phoning, Ouais. de prospection très courtes, mais Ouais. intenses. 1 heure, 1 heure et demie. Je bloque toutes les notifications Ouais. parce que c'est l'horreur. Faut s'y mettre. Je dis ok, c'est je suis pas, exactement je dis à l'équipe, je suis pas dispo et je m'y mets. Donc tu vois, c'est efficace, Très bonne technique, ouais. C'est mais il ça. faut qu'elle soit, mais il faut les faire. Ah, faut les faire. Donc faut bosser efficacement et là tu as du résultat. Et encore, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça qu'il faut se fixer, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, faut se fixer un nombre de prospects à appeler par semaine. Toi, tu es plus Euh, team. Est-ce que je creuse un peu? Est-ce que tu es plus. Par exemple, moi, je suis team plutôt créneau. Tu vois? Je me fixe 1 heure et demie et je vais à fond. Toi, tu es plus team nombre de prospects Moi, tant je que j'ai suis pas team, fait. quand je le sens, il y a des Ouais. moments, et puis il y a des moments où tu peux appeler. Moi, je te dis par exemple, le lundi c'est mort. Le lundi, j'appelle personne le lundi. Mhm. Parce que le lundi, personne n'aime le lundi en fait. Donc tu sens au téléphone déjà que tu as une sorte de petite barrière émotionnelle, ou une barrière, le mec il n'a pas envie de te parler. Voilà. Et à l'inverse, contre toute attente, le vendredi, Ah, ok. je vous le dis les amis, le vendredi, les gens sont super bien quoi, ils sont en week-end. Ah ouais, super, machin, vous voulez le nom du. Ah ouais, bah, ok. Ouais, bah nous, moi j'ai ça, bah envoyez-moi une proposition, etc. Bon, alors, du coup, faut pas le rappeler le lundi, mais tu le rappelles le mardi. Quoi. Faut pas se mélanger les pinceaux. Mais. Voilà. Ah, donc c'est intéressant. Et en fait, quand Faut tu. sentir au téléphone. Il y a des moments, puis même toi, physiologiquement, parce que c'est la prospection, c'est enfin, je dis physiquement, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est épuisant en fait. C'est épuisant d'appeler. C'est vraiment. Moi, je fais une session de. Enfin, je sais pas pour toi. Moi, je fais une session de phoning. 1 heure, t'es rincé quoi. C'est ça que je te disais. Moi, c'est Ouais. 1 heure, 1 heure et demie. Parce que je trouve, j'ai essayé, je trouve qu'après t'es plus efficace parce que c'est pas facile, Ouais, ça c'est épuise. ça. Et c'est pour ça que je préfère faire C'est des vidé. créneaux et effectivement selon certaines Ouais. heures. Alors moi c'est aussi selon les heures où je me sens bien. Ouais, Moi c'est je suis, ça. Ouais. moi je suis quelqu'un de l'après-midi. Ouais. C'est là où je suis plus en forme. Ouais. Et donc je sais que c'est là où je vais être efficace. Tu vois, je C'est suis ça. vraiment dans l'efficacité Il et faut le sentir, c'est planifier. le moment où Ouais, t'es c'est ça. bien, où t'es bien Mhm. et puis bah aussi bien cibler les clients, mais bon ça vient avec l'expérience et puis créer un cadre aussi quoi. Ça c'est important parce qu'on parlait d'écoute, mais avant de commencer à parler, ce qui est hyper important c'est de créer un cadre de dialogue. Hein. Voilà, tu vas échanger avec la personne, il faut un petit peu parler avec lui. Ce qu'il fait dans la société, ses attentes, machin. Et ensuite, voilà, tu commences l'entretien commercial. Mais tant que tu n'as pas défini ce cadre de dialogue, bah, tu auras une petite barrière d'écoute en fait. Pas forcément en situation d'écoute. Il faut t'assurer que la personne lui-même est en situation de bien vouloir t'écouter. En fait. Faut que ça soit un échange en Voilà. fait, c'est ça. Voilà. Faut pas que ça soit un qui parle et. Ouais, Voilà. c'est ça. Dans l'écoute, faut pas non plus que ça soit un monologue. Et c'est Il ça. faut vraiment qu'il y ait. Bah, C'est un dialogue comme on Comme là. dit, voilà, Comme là, en c'est fait. ça. Ouais, Comme là. faut que ce soit un Et- vrai dialogue constructif et que t'aies pas l'impression que la personne soit là, soit pour te faire plaisir, soit bon bah allez-y, qui pose le téléphone quoi. Non, faut sentir. Quitte à dire bah écoutez, voilà monsieur, si je vous déjà tu demandes si tu ne déranges pas, voilà, et si tu sens que voilà le mec il n'est pas en situation d'écoute. Puis il y a peut-être un moment où je peux vous rappeler dans la journée ou dans la semaine, il n'y a pas d'urgence. Et puis bah, là, la personne, souvent quand tu perçois ça, la personne souvent te dit bah ouais, écoutez, là, j'ai une réunion dans 1 heure, ou je serai plus au calme dans 2 jours, on se fixe dans 2 jours. Voilà. bon, je pense que tu as raison, faut pas forcer, mais justement, ça me fait. Je voulais te poser une question. Moi, quand j'ai commencé commercial, parce que donc mon premier job, alternance en plus, donc moi je crois que j'ai 21 ans, Ouais. commercial route, donc je vais voir des exportateurs qui font de la route. Ouais. Et je sais pas comment toi tu as réussi à aller au-dessus de ça. Moi, c'est pas un problème. Si c'est un peu de la légitimité, j'avais souvent en face de moi des acheteurs un peu plus âgés, d'accord, 35, 40, 50, peu importe. Et j'arrivais pas à l'époque, alors peut-être, moi je pense qu'il y a quand même une histoire de maturité, je suis persuadé. Ouais, un petit Je sais peu. pas si les gens vont partager, mais en tout cas c'est mon avis. Et c'est pour ça que je suis pas allé dans la vente à ce moment-là. Je me sentais pas prêt, je me sentais pas légitime, je me sentais trop jeune, tu vois. Et je respecte vraiment les commerciaux juniors, mais je me demande comment ils font.
Et c'est pour ça, en tout cas, moi, ce que j'encourage, Faut être résilient, ouais. Ça, faut être résilient. quand t'es jeune, il faut. Ouais. Mais c'est pour ça que l'idée de passer aux opérations pour se perfectionner, c'est pas seulement perfectionner techniquement, c'est aussi apprendre à parler du métier. Et je pense que si tu as fait un peu de terrain, si tu as fait un peu d'opération, bah, quand tu vas échanger avec des acheteurs un peu plus matures, Ouais. mais qui sentent un peu la connaissance du C'est ça. métier, L'expérience. Ouais. l'expérience, C'est un peu plus facile. ouais, c'est ça que je me dis. Ouais, Tu vois. Et moi, je l'avais pas. Et franchement, quelle galère. Franchement, ça. c'était pas facile. C'est ça. Et puis, les gens, ils sentent aussi si toi-même t'y crois. C'est hyper Mhm. important d'être convaincu par ton produit, ce que tu veux le vendre, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà même si t'as pas d'expérience, si t'es vraiment convaincu, s'ils sentent que ça va Ouais, ouais, marcher, ouais. quoi. Tu Mhm. vois. Et S'ils sentent que c'est costaud derrière. Voilà, Bon, en tout cas, voilà, je veux pas démotiver les jeunes commerciaux. On a Mhm. besoin de vous, foncez. Mais plus vous allez. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu vois, avec des réseaux comme LinkedIn, tu peux t'imprégner du secteur, des news. Parce ça. que dans un échange, c'est quoi? C'est tiens, la grève des dockers aux USA. C'est ça. C'est un échange. Et à l'époque, nous, on n'avait pas ces sources d'informations. Non, pas du tout. Et je me sentais un peu Isolé, ouais. pas assez armé. Ouais. Quand mon chef des ventes, il m'a dit Mathieu, tu vas dans le 02, je me rappelle, il me file le 02, il me dit tu vas développer les plateformes finition. logistiques. Moi je suis là, je vais lui parler de quoi, tu vois. Moi je sors de mon petit BTS transport à Tremblay en France. Alors que les gens en 02 qui voient pas grand monde, tu Ouais, vas aller bien les sûr, voir, bien ils sûr. sont super contents, quoi. J'avais les Voilà. rendez-vous, j'obtenais vu les rendez-vous, mais j'arrivais pas à... J'avais ce secteur-là à l'époque et tout, Ouais, les gens, c'était top, quoi. Donc en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment sur LinkedIn. D'ailleurs sur Cargo Family, nous on fait du média, on met des articles Ouais. sur les news, on partage aussi beaucoup. Et tu vois, c'est des sites comme les Notes ou d'autres, un Radio Supply Chain, t'en as pas mal qui partagent du média Ça fait. et ça va donner une culture transport. C'est ça qui est important. Parce que quand tu C'est vas parler ça. avec un Un client, environnement de transport, ouais, c'est important. je sais pas si tu me partages mon avis, tu vas pas lui parler pendant 2 heures de sa solution. Non, Tu ils vas sont parler très de- friands, pour rebondir sur ce que tu dis, Mhm. les clients sont très friands. Nous, on poste effectivement beaucoup de ce qu'on appelle les market updates, Mhm. pour faire référence à ce que tu disais, et les clients sont très friands, spécialement en fin d'année, là quand tu as alors la peak season, qu'est-ce que ça dit? Alors les taux, alors machin, tiens, Trump, Mhm. Bien sûr. c'en est où les barrières douanières? Est-ce que c'est le moment de shipper? Voilà, ils sont très friands de ça parce qu'encore une fois, on ne parle pas uniquement d'achat, vente, transport, on parle vraiment d'un environnement shipping, d'un environnement supply chain. Et voilà, les clients, c'est des gros budgets, hein, c'est des gros budgets, que ce soit en maritime ou en aérien, c'est comme des gros budgets, c'est le transport, donc ils veulent savoir où ils vont, quoi. Voilà. En tout cas, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je prends un peu les infos que tu m'as données, je pense que si tu partages un bon service, quand même, c'est la base, que derrière, tu as une bonne relation au client, que tu écoutes, et que tu as aussi cette connaissance transport où tu vas vraiment être dans l'échange, c'est là où tu vas dire, ok, j'ai envie de bosser avec Vincent, quoi. C'est ça, et que tu te démarques. Nous, on a la chance, on a un DERA transitaire TMT à avoir nos assets, comme je te disais, la plupart des transitaires, c'est des non-assets compagnies, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens en propre, en fait. Ils font travailler des transporteurs, ils font travailler les compagnies maritimes, les compagnies aériennes, ils n'ont pas de moyens en propre. Nous, on a un DERA transitaire à avoir nos entrepaux, notamment au Havre, à Fos-sur-Mer, à Anvers, et donc ça, moi, ça me permet de proposer des services plus aux clients, services d'entreposage, dépotage. Et même là, tu vois, quand on a eu le Covid, tous les clients, enfin nous, c'était, tu as connu ça, ça a vraiment été le chaos partout, hein, et chez les clients, chez les chargeurs, même chez les transitaires, au niveau des compagnies maritimes, pareil, c'était vraiment un chaos total. Et puis les clients se sentent un petit peu otages, quoi. Ils remettent un conteneur aux compagnies maritimes. Ton conteneur, tu le revoyais pas pendant 3 mois, mais par contre, tu payais les murettes, les détentions, etc. Et le fait d'avoir cette petite solution de secours dans les ports, en fait, d'avoir un entrepôt, nous, on dit aux clients, écoutez, ils savent que s'il y a un problème, on fait nos propres tractions, on peut aller récupérer le conteneur, le dépoter, le stocker provisoirement dans la marchandise dans notre entrepôt, et après rendre le conteneur à la compagnie, et on reprend un booking après, quoi. On a cette flexibilité, c'est aussi moi principalement pour ça que j'ai rejoint TMT, parce qu'on a cette démarcation, cette différenciation par rapport aux transitaires, et quand tu es commercial, c'est super sympa à vendre, en fait, parce que voilà, tu peux proposer des produits plus, des services à valeur ajoutée, quoi. Ok, donc en gros, c'est pas par hasard, tu as choisi, de toute façon, les commerciaux, ça, en général, vous cherchez le prestataire, le transitaire qui va vous permettre de développer le business. Donc là, tu as choisi, tu t'es dit, ok, là, je sais que le service que je vais proposer, il est top. Voilà, C'est ça. Voilà, c'est ça. Et en plus,
Bon, quand j'ai vu qu'il y avait très très peu d'érosion, moi je suis là depuis un an, mais on a deux commerciaux qui sont là depuis 7 ans, 4 ans. Le commercial qui a le plus d'ancienneté chez nous, il a 20 ans d'ancienneté, quoi. Bon, t'es redevenu un petit jeune en fait. Ouais, je suis redevenu un petit jeune, c'est exactement ça. Quoi. Ouais, Bon, c'est ça. ça marche, Vincent. Bah écoute. Donc du coup, toi ça te challenge parce qu'ils ont tous leur portefeuille et tout. En plus, moi quand je suis arrivé, j'avais genre pas de portefeuille au début. Et il a fallu que je développe, que je rappelle les anciens clients et tout, que je reparte de la page blanche, quoi. Bah, vous n'avez pas des clients dormants? Non, 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 allez-y Vincent, allez, on y va. Mais génial, parce que voilà, c'est... En tout cas, tu t'éclates dans tes revenus à la base, Ouais. tu développes du client, tu rencontres C'est ça. des gens, tu vends tes prestations. Donc, C'est ça. donc là, ça te plaît. Ouais, ça me plaît en fait. J'ai réussi à sortir de ma zone de confort, comme on dit, quoi, la Ah fameuse ouais, zone de confort. sacré challenge hein, quand même. Quoi. Sacré challenge, mais quand tu sais ce qui t'attend derrière, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une mini session d'un ancien de HL Global qui avait monté son cabinet de conseil. Il te parlait de la fameuse zone de confort. Donc, je vais la faire très court. En fait, donc, tu avais une cible, une sorte de cible. Donc, au milieu de la cible, c'est ta zone de confort. Premier cercle, la zone de panique, la fear zone. Donc, là, tu sors de ta zone de confort, tu appuies tes repères. T'appuies tes collègues, c'est plus que tu... Voilà, ouais, pas de portefeuille, t'y vas, t'es tout seul dans ton bureau, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est dur, t'appelles, tu te plantes, ça fonctionne pas, on t'a promis des trucs, ça fonctionne pas, voilà. Et puis, mais ça, il te le sait, il te dit, ça va durer 2-3 mois. Allez-y, c'est normal, hein. C'est normal. Et ça fait 10 ans que t'es grand compte, 15 ans que t'es grand compte, voilà, tu remets ta casquette de chasseur, voilà, faut y aller. Bon, déjà, dès le départ, j'ai vu qu'au niveau on parlait de la prospection, ça allait beaucoup, beaucoup mieux, parce que tu as l'expérience, tu parles comme on parle maintenant. Voilà, les gens, même s'ils n'ont pas forcément quelque chose à te donner, c'est toujours courtois, ça se passe bien, et voilà. Donc, tu sors de ta zone de confort, la fear zone, ça panique, et après, rapidement, au bout de 3 mois, moi, ça a duré 3 mois, tu rentres ce qu'on appelle la learning zone, la zone d'apprentissage, où là, tu apprends t'as de nouvelles compétences, des skills, des soft skills, comme on dit, des trucs, voilà. Ça va mieux. On respire, hop, les prospects t'appelaient une fois, 2 fois, tu sens que ça commence à frétiller, ça va bientôt sortir, c'est encourageant, tu as tes premiers business qui tombent. Et finalement, tu arrives dans un dernier cercle en fait, où tu as une nouvelle, pas une zone de confort, mais une zone de nouvelles compétences. Et je m'en souviens quand on avait fait cette formation, il nous avait dit à la fin, vous savez, vous allez le faire, hein. Vous allez m'appeler pour me remercier et vous allez me dire pourquoi je l'ai pas fait il y a 2 ans. Quoi. C'est sûr, il est parti. On était en cercle comme ça, on s'est tous regardés. On a fait, vas-y, mais j'y vais quoi. Bah, c'est bien. Ouais. Et vous saviez ce qui vous attendait. Tu sais ce qui t'attend. Et quand tu étais dans voilà. cette fameuse fear zone, tu t'es dit, ok, c'est pas grave, c'est le moment. Voilà. Et je vais passer au-dessus. Ouais, c'est pas facile, hein, à mon avis. J'ai la chance d'avoir un bureau pour moi tout seul. T'es tout seul, c'est l'hiver, t'es tout seul dans ton bureau, il n'y a rien qui fonctionne. Et là, Vincent, ça fonctionne. Et là, tu dis, Bon. t'es en période d'essai. T'es en période d'essai, tu dis, t'as ma période d'essai, mais ça terminé pendant les vacances, machin, qu'est-ce qui se passe et tout. Et au final, t'es passé dans les autres zones. Donc, en tout cas, si on peut encourager aussi les gens qui nous regardent, sortez de votre zone de confort. Si vous avez envie de changer, changez. Attends, ouais, tu l'as dit là, mais si vous avez envie de changer, bien sûr. En force personne à Ah non, changer, bien sûr. si vous pouvez très bien dans une société, en fait, la personne, le formateur me disait, si vous sentez que ça tourne un petit peu en rond, qu'il n'y a pas d'évolution, ou que vous avez fait le tour, voilà, moi je ne vous force pas à sortir de zone de confort, mais si, voilà, au bout d'un moment, quand tu commences un petit peu à tourner en rond, ça va pas, quoi. Enfin, c'est pas plaisant, quoi. Moi, je suis vraiment de cette école-là. On est dans un métier où il y a du travail. Donc, hyper dynamique, quoi. Dynamique, il y a du travail. Donc, ouais. moi, je trouve que tu prends pas trop de risques parce que il faut y aller. Vraiment, si tu en as marre de ton job, va sur un autre job, hein, pas toujours dans le même secteur. Et puis au pire, tu reviendras, tu vois. Mais il faut essayer. Faut essayer. Et c'est vivant. Et puis on est là aussi. Enfin voilà, on passe quand même 35-40 heures au travail. C'est ça. Donc voilà, faites quelque chose qui vous plaît et puis foncez comme Vincent. Et en tout cas, là t'as l'air épanoui. Enfin, moi je dis au téléphone pour venir au podcast, on se voit pas souvent, mais t'as l'air épanoui. Ça se passe bien. Donc, écoute, la dernière question, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as une idée? Je sais pas, 2025, 2030 pour Vincent, qu'est-ce que tu veux faire ou...
Non, mais tu sais, moi, ma carrière, c'est toujours été un petit peu. J'ai vu que ça toujours un peu comme un conte initiatique. Tu vois, au début, bah, t'es un peu candide, t'apprends, tu prends des claques, et puis voilà, tu fais tes expériences, tu fais ton expérience, et puis et voilà. Moi, je vais toujours un petit peu Bon, le vent te mène. où le vent m'emmène, ouais, c'est ça. Ok. Bon. Exactement, ouais. Mais voilà, pour répondre à ta question, écoute, là, moi, ça se passe super bien, donc. Petit coucou au patron, normalement dans 5 ans je suis là. Bon, en tout cas, bah, moi j'étais ravi de te recevoir, déjà parce que tu es un ami, et surtout parce que je voulais avoir un sales. Il y a tous les Ouais. débats qu'on voit sur LinkedIn, je me suis dit, voilà, on va en parler avec Vincent. J'espère en tout cas que les gens vont apprécier les conseils. Ah, merci à toi, hein. Bah écoute, je te remercie, on se voit très bientôt. Ouais. Et cet épisode sera donc disponible sur la plateforme Cargo Family, sur la chaîne YouTube, et on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut Vincent. Et joyeux Noël. Ciao, ciao. Joyeux Noël.